on va dire bonjour à YouTube. Bonjour YouTube, les gens de Twitch, dites bonjour à YouTube, soyez gentils. Bonjour et bienvenue dans cette matinale du 2 avril, l'avant-dernière de la semaine. Évidemment, voilà, il y a du Bam Adebayo dans le chat. On est de retour, tranquillement, pour... voilà, venez sur Twitch, YouTube s'est éclaté. Bah écoutez, voyez... pour une fois que Maduro, il dit les bonnes choses, sur Twitch, on regarde les matchs. Sur Twitch, on interagit ensemble. Et on est au cœur de l'actualité, finalement. On se lève, la nuit NBA vient de se terminer. Bim, on est là, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Les Rockets qui ne gagnent que de 6 points contre les Bucks. Évidemment, on va parler des 9 matchs au programme de la nuit dernière. Alors, je vais tout de suite en parler. Je vais tout de suite dire les termes. La nuit NBA flinguée. Alors, pourtant, toutes les nuits, on trouve des matchs intéressants à voir. On trouve des matchs un peu cool à se mater et tout ça, des matchs un peu serrés. Là, vous regardez en bas les écarts. Il n'y a pas un seul match où je me dis « Ah, ça serait intéressant ». On a du plus 20, du plus 30, en veux-tu, en voilà. Les écarts les plus courts, on va dire, c'est des matchs à la con, genre Sacramento-Toronto, quoi. Genre, vraiment. Regardez, les Sixers qui gagnent de 22 points contre les Wizards, les Hawks qui mettent une branlée, pardonnez-moi l'expression, à Orlando, Boston n'a fait qu'une bouchée de Miami, ouais, alors limite, c'est du Bucks Rockets où on s'en fout. Exactement, mais Elise qui hallucine devant le nombre de points mis, c'est vrai que... Et c'est sans overtime. On est sur de la perf offensive assez exceptionnelle. On va pas parler vite fait de Doc Rivers Hall of Fame. On en a parlé hier, mérité, et point barre. Tous les rageux qui disent que... les meufs méritent plus que Doc Rivers. Oui, bon, allez, c'est bien. Tu auras fait tes 3 retweets et tes 4 likes. Allez, oui, c'est bien. C'est bien. C'est bon, on souffle. Hein. En Big 2026, dénigrer Doc Rivers, voilà quoi. Si Doc mérite, Taylou aussi. On en parlera dans 20 ans. T'as vu mes tweets, toi? Non, je parle des tweets de bandeurs de WNBA. Alors, il n'y a pas aucun souci pour apprécier la WNBA. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on n'est pas obligé de dénigrer un produit pour apprécier l'autre. Voilà. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dans les actualités? Qu'est-ce qu'on a dans les actualités du jour, sachant qu'il va falloir démêler le vrai du faux du 1er avril, évidemment. On souffle, hein, voilà, par exemple le compte Hawks France qui dit bon, c'était Trae Young le problème et tout. Alors en soi, c'est vrai, mais eux ils ont voulu le faire passer pour un poisson d'avril, alors que, en effet, on le répète, Trae Young n'est pas un franchise player. Trae Young, tu peux pas gagner avec lui, et les Hawks sont une franchise de merde. Voilà, allez, hop, ça c'est fait. Parce que j'ai regardé et j'ai vu qu'on était toujours bloqué par ces tocards, donc ils méritent. Voilà, toujours, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, le fuck Trae Young, on apprécie. Je vois vite fait ce qui s'est passé, ou ce qu'il y a en info. Il me semble que j'ai pas vu passer grand chose. J'ai pas vraiment vu passer grand chose. Il y a la course au MVP qui est sortie, ok. Et en vrai, dans les news, même sur le site de Trash Talk, il y a rien du tout. Il y a les résumés de la nuit et c'est tout. Donc écoutez, avec ça, on va pouvoir y aller direct. Hein. Alors, bon, commençons cette bonne petite matinale, voilà, avec le décompte et l'analyse des matchs. Déjà, les résultats au global. Messieurs, cette nuit, le Philly s'est imposé contre les Wizards 153-131. Atlanta a explosé Orlando 130-101. Boston n'a fait qu'une bouchée de Miami 147-129. Indiana aussi contre Chicago 145-126. Milwaukee a perdu que de 6 points contre Houston 119-113. Sacramento a battu Toronto de 8, 123-115. New York 130, Memphis 119.
Denver a battu Utah 130-117 et San Antonio a battu logiquement Golden State 127-113. Et bonjour Gogoff et bonjour à tout le monde qui sont là et qui arrivent aussi petit à petit sur ce live. Installez-vous et j'espère que ça va vous plaire. Donc je disais en préambule, évidemment, une nuit franchement où il n'y a pas trop d'écart intéressant, on va dire. Il n'y a pas trop de matchs serrés. On va se focus sur des résultats et sur des perfs individuels en vrai, parce que il y a des petites perfs individuelles qui sont à noter. Donc on va se mettre ça tranquillement. Je vais mettre le League Pass. Steve Kerr a dit que les Warriors avaient un plan de jeu pour arrêter Wemby. Alors oui et non. Il a eu le nez, le Steve. Bon, en vrai, évidemment, il allait pas me dire autre chose. Hein. Non, les gars, on n'a pas de plan. On travaille pas. On n'a pas de plan contre un des meilleurs joueurs de la ligue. Bon. Très honnêtement, est-ce que vous avez déjà vu un coach qui répond à cette même question différemment? Pas moi, en tout cas. Le meilleur? Écoute, c'est ton avis. Ça peut être... c'est défendable, il n'y a pas de souci, mais écoutez. Alors, il y a une news aussi, Gogoff, heureusement que tu es là, parce que même la matinale, les replays des matinales, même en floutant les replays, vous savez, les petits picture-in-picture, ça se fait quand même niquer, et la monétisation va à la NBA. Alors la NBA, je pense qu'ils sont ravis de prendre les 5 centimes que je prends sur chaque vidéo. Mais ouais, bon, je vais essayer de flouter encore plus. Ou alors mettre carrément un écran noir. Mais ça va être chiant. Voilà. Non, en toute objectivité, le meilleur joueur reste Jokic cette saison. Mais c'est... Ouais. Bah, c'est exactement ce qu'on disait, enfin le discours qu'on avait il n'y a pas si longtemps que ça en matinale. En vrai, je sais pas si t'étais là. C'est la distinction entre MVP de saison régulière et meilleur joueur du monde. Le MVP de la saison régulière ne veut pas dire que tu es le meilleur joueur du monde. Moi, de mon côté, je suis assez content si on peut faire cette distinction-là. Le meilleur joueur du monde n'est pas nécessairement le MVP de la saison régulière. J'avoue que cette dernière semaine, les matinales, c'était avant d'aller me coucher, donc bon, ouais, voilà, c'est pas grave, Léo. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes plus là-dessus ou pas ? Moi, alors évidemment, le MVP doit être un des tout meilleurs joueurs du monde, mais je suis assez content si on peut aussi récompenser les saisons de certains autres joueurs plutôt que de retrouver... tu vois, sinon, LeBron James aurait dû avoir le MVP pendant 10 ans. Et encore, je suis gentil. Donc, si on peut récompenser d'autres joueurs, pour moi, c'est très bien. Tout comme Shea l'a eu, voilà, on pourrait récompenser un autre, hein. On pourrait récompenser Kate Cunningham, Victor Wembanyama, ce genre de mecs-là, un peu, voilà, des joueurs qui font step up leur équipe, qui ont des très bons classements, qui ont des très bonnes lignes de stats, et voilà. Mais ça n'empêche que, oui, Nikola Jokic est pour moi, le meilleur joueur de basket du monde, en ce moment. Et voilà. D'ailleurs, Nikola Jokic, qui, c'est officiel, avec le match de cette nuit, terminera en triple-double de moyenne pour la 2e fois de sa carrière. Et c'est le seul joueur de l'histoire à le faire sur 2 saisons, enfin minimum 2 saisons. Depuis 3-4 ans déjà le Joker. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Donc voilà pour Nikola Jokic. Franchement, 2 saisons consécutives. C'est consécutif ? T'es sûr de ça ? Je voulais pas m'avancer pour rien, c'est pour ça. Je préfère vérifier. Je préfère vérifier parce qu'ici, on est professionnel. On veut l'exactitude de l'info. Et... Non. Ah, attends, si, consécutif. Consécutif, sachant qu'en 2022-2023, il avait terminé à 0,2 passes du triple-double de moyenne. Mais en effet, c'est 2 fois de suite. Et la stat m'a perturbé parce que Russ l'avait déjà fait. Russ l'a déjà fait, effectivement. Mais voilà, Nikola Jokic qui rentre dans ce club-là. Nikola Jokic qui va d'ailleurs sûrement battre le record du nombre total de triple-double de moyenne de Russell Westbrook. Il doit être à 15-20 de derrière lui. Donc voilà.
Le dis pas trop fort. Ah bah la stat va tomber, hein, on le sait. Hein. Ça sera pas ça sera pas cette année. Ça sera sûrement la saison prochaine, mais évidemment. Évidemment que Nikola Jokic va le faire. Mon cœur en souffre déjà. Il n'empêche que Russell Westbrook aura été le pionnier des joueurs modernes à inscrire des triples-doubles à foison. Ça, on n'enlèvera pas ça à Russell Westbrook. Ça, la mixtape de Russ à mon mariage, à mon enterrement, rien à foutre. En vrai, ça pourrait être sympa de se mettre un soir comme ça, en mode mixtape de saison, et quelqu'un qui me masse les épaules. Non, ça va, ça. Mais en effet, ouais, un petit stream là le soir où on se mate des mixtapes de LeBron 2018, Russell Westbrook 2016-2017, Harden 2019, Curry 2016, tu vois. En vrai, c'est une idée. Tu vois, je vais la noter parce que on peut même classer les saisons. On peut même faire une tier list et classer les saisons individuelles comme ça, les meilleures saisons individuelles de ces 10-15 dernières années. IT, Isaiah Thomas aux Celtics. Ouais, voilà, typiquement, ce genre de truc-là, tu vois, je prendrais les... On construirait une tier list ensemble avec les... Comment dire ? Avec des catégories bien précises. Tu vois, genre, je pense... une des saisons all-time, vraiment all-time. Très bonne saison, mais oubliable. Anecdotique, des trucs comme ça. Et en vrai, je prends vos recos. On se cale devant des... Tu vois, genre, la mixtape de Isaiah Thomas aux Celtics. En vrai, elle dure combien de temps ? Tu vois, je pense qu'il y a des vidéos, elle dure 5 minutes. Tu vois, ça va pas être très long, tu vois. 9-12 minutes ? Ouais, un truc... Enfin, je sais pas, écoute. Attends, Isaiah... 2016-2017 ? Attends, parce que... Ouais, c'est 2016-2017, il me semble, parce qu'il est trade... Voilà, ouais, 16-17. God Season. 23 minutes, frère. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, les gens se sont chauffés. Hein. Bah, après, il y a un top 10 de 2 minutes 54 de la NBA, mais... Non, mais les gars, il y a une compile de 4 heures d'Isaiah Thomas, 2016-2017, All-NBA First Team. 4 heures de highlight de Isaiah Thomas. Mais pourquoi on fait des matinales quand on peut juste se mettre 4 heures d'Isaiah Thomas ? Allez hop, c'est parti. Sans déconner. Sans déconner. Regardez-moi ça. Let's go, hein. Pourquoi on s'embête à faire des matinales ? Pourquoi on s'embête à débriefer des matchs NBA à la con comme Sacramento-Toronto ? Quand on peut juste se faire kiffer avec ça. Non mais évidemment, on va... Voilà. Mais vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée, évidemment. Ouais, l'accident de sa sœur et tout ça, bah, le décès de sa sœur, hein, parlons-en. Hein. Les images d'Isaiah Thomas en warm-up sur le banc qui est consolé et tout ça par je sais plus quel coéquipier et tout, c'est terrifiant, c'est déchirant les gars. Ah ouais, non franchement ça c'est top 10 des images les plus déchirantes qu'on a vues ces dernières saisons. Depuis 15 ans, est-ce qu'il y a eu un moment même plus déchirant émotionnellement pour tout le monde ? Tu vois, j'y pense. Je pense à des moments où tout le monde se sont accordés à dire que c'est terrible. Tu vois, il y a la blessure de Gordon Hayward. Il y a le genou de Klay Thompson et il revient pour tirer ses lancers. Ce moment-là, il est fort aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? John Wall qui pleure au micro juste après un match. Oh, franchement, je me souviens même pas du moment. Donc autant te dire que... Oh, franchement, bof. Hein. Le shoot de Kawhi numéro 1. Ouais, non, mais ça rentre pas là-dedans, le shoot de Kawhi, en vrai. Ça rentre pas là-dedans, parce que là, on parle de moments vraiment tragiques, tu vois. Il y a des gens qui étaient heureux de ce shoot-là. Il y a des gens... et tu vas... Voilà, c'est comme le shoot de Ray Allen avec les Spurs. Pour certaines personnes, c'est traumatisant. Mais ouais, c'est ces moments-là un peu qui te mettent la mort de Kobe et tous les joueurs en larmes en avant-match. Par exemple, tous les hommages qu'il y a eu avec les 24 secondes plus les 8 secondes pour les 2 pertes de balles pour chaque équipe.
Ouais, il y a ça, évidemment. Il y a ce genre de moment-là, donc... Et ouais, ce moment-là où Isaiah Thomas, il est sur le banc, bah, c'est chaud, tu vois. Mais en vrai, il n'y a pas tellement de moments comme ça tragiques ou tristes qui rassemblent vraiment tout le monde. La blessure de Tyrese Haliburton, elle peut peut-être rentrer dans le lot. Hein. Encore heureux, ouais, de ouf, encore heureux, t'as raison, Léo. Mais au-delà de tragédies comme ça, même des moments tristes. Tu vois, des moments un peu... Tu vois, la blessure de Tyrese Haliburton, heureusement, il n'y a pas mort d'homme et tout ça, mais je pense que c'est une blessure qui a vraiment déçu tout le monde. Je vois pas vraiment des personnes qui se sont réjouies ou qui sont... Tu vois, il y a personne qui a fait l'acteur comme Drake pour la blessure de Kevin Durant. Tu sais, en mode « Oh non, oh non !» Ouais, frère, on sait très bien que t'es content. Arrête tes conneries 2 secondes. Mais je me souviens, même les fans d'OKC étaient deg. Hein. Parce que du coup, évidemment, ça met un astérisque à ton titre. T'as eu un titre alors que en Game 7, t'as le meilleur joueur adverse qui s'est pété. Bah, mine de rien, ça te met un astérisque sur ta victoire. Mais pourquoi pas, ouais, se faire ce genre de stream comme ça avec des saisons légendaires, on fait du react tranquillement, ça serait pas mal. Moi, je dis que ça serait pas mal. Bon, alors, messieurs, est-ce qu'il serait temps, après ces 22 minutes d'introduction de matinale qui ont suivi déjà 20 minutes d'introduction hors record, on va passer du coup aux 9 matchs de la nuit. Il y a pas eu énormément d'actu. On est bien, il est 8h12. Parlons du premier match et de la victoire des Sixers. Victoire des Sixers de 153-131 avec un chantier de Paul George qui mérite d'être mentionné, messieurs. Paul George qui se faisait vanner partout et qui, depuis son retour de suspension, est revenu de manière très convaincante. Les Sixers, on en a parlé il y a quelques temps, je crois que c'était la semaine dernière, moi en tout cas, font partie de mes outsiders très 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 sérieux pour la conférence Est en playoff. Je vais mettre le classement NBA en même temps. C'est ça que j'ai pas mis pour l'instant. Les Sixers sont actuellement 6e de l'Est, sont sur 7 victoires lors des 10 derniers matchs et enregistrent depuis quelques jours le retour de Paul George, le retour de Joel Embiid, la gestion de Joel Embiid parce qu'il n'a pas joué hier, et le retour de Tyrese Maxey. Ce qui veut dire que les Sixers retrouvent leur Big Three, en plus de l'état de forme de tous leurs role-players qui ont maintenu à flot cette équipe, parce que malgré toutes les absences qu'il y a eu, les Sixers sont en 42-34. On parle pas d'une équipe qui est ric-rac 50%. Non. Les Sixers sont plutôt bien au-dessus de la ligne de flottaison et se paient en plus le luxe d'avoir leur Big Three, leur cadre frais, dispo, juste avant les playoffs. C'est quand même très 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 satisfaisant. En effet, le calendrier des Sixers, c'est comment, Gogoff ? Ça va jouer les Wolves, les Pistons, les Spurs, les Rockets, les Pacers et les Bucks. Donc à venir, 4 tests, je dirais. Et 2 matchs beaucoup plus simples, beaucoup plus abordables pour terminer. Mais surtout, un calendrier qui laisse place à pas mal de repos. T'as un back-to-back à domicile contre les Wolves et les Pistons à venir. Sinon, après, t'as 2 jours de repos, 3 jours de repos. Un back-to-back du coup entre Rockets et Pacers. Pacers, ça devrait le faire quand même. Et ensuite, tu as 2 jours de repos pour finir le 13 avril contre les Bucks. Le calendrier n'est pas tout mal non plus. Le calendrier est plutôt pas mal. T'es 6e. Tu talonnes les Hawks à la 5e place. Je pense qu'il y a des équipes qui sont en train de prier pour ne pas prendre ces Sixers. Les Knicks, tu veux pas te les prendre.
Donc voilà, hier, 153 points du coup marqués dans le temps réglementaire, hein, sans overtime. On a un Tyrese Maxey à 28 points en 34 minutes. Paul George, du coup, 39 points en 30 minutes. Hein. 5 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 15 sur 22 au tir, 6 sur 12 à 3 points. On a un Paul George revenu au niveau, à un très bon niveau, à un niveau All-Star, un niveau All-NBA, qu'on lui connaissait avant ses déboires et avant sa perte de vitesse. Mais on sent peut-être que là, Paul George, il a quelque chose à prouver. En plus de ça, on a un VJ Edgecombe qui s'est intégré parfaitement dans cette rotation. 32 minutes de jeu, 23 points, 10 passes, 10 sur 15 au tir. Parfait. Parfait pour VJ Edgecombe. Donc 28 points de Tyrese Maxey, j'en ai parlé. En plus de ça, 12 points de Quentin Grimes, de Kelly Oubre Jr., 13 points d'Adem Bona, titulaire en l'absence de Joel Embiid. C'est très bien. C'est très bien. Et en plus de ça, oui, en effet, Joel Embiid n'était pas là. Très bien pour les Sixers. Est-ce que vraiment c'est le genre de victoire très impressionnante, et notamment des perfs individuels qui rassurent et qui me font dire que en effet les Sixers ne sont pas là pour rigoler, et attention, la conférence Est, quoi. Et du côté des Wizards, on a quoi? On a 12 points de Bilal Coulibaly, 18 points de Will Riley, meilleur marqueur. Non, meilleur marqueur c'est Anthony Gill, 21 points. À 8 sur 9 au tir, Bob Carrington 5 sur 14. Alexandre Sarr n'a pas joué pour les Wizards. Bon, c'était quand même une victoire attendue de la part des Sixers, qui s'en prennent quand même 131 hein, de la part de ces Wizards. Opération porte ouverte hier. Mais victoire quand même rassurante, intéressante pour ces Sixers. Il va y avoir quand même pas mal de matchs sur lesquels on va passer rapidement, hein, parce qu'il n'y a pas énormément à dire. Et n'hésitez pas dans le chat si vous avez des takes hein, sur les équipes qu'on va aborder, comme les Sixers par exemple, pour qu'on y réagisse et qu'on en parle tous ensemble. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que vous voulez dire sur ce genre de match-là? Victoire attendue, victoire nette, sans bavure, grosse perf collective. On va peut-être surveiller voilà, les highlights de certains joueurs, mais en effet, on va beaucoup plus se focus du côté de Philadelphie dans les prochaines matinales sur les chocs qu'on a vus là dans le calendrier à venir. La nuit prochaine, t'es en back-to-back? Attends. Non, t'es pas en back-to-back, donc dommage, on verra ça plutôt lundi du coup, je pense. Bah non, lundi, y a pas... Non, lundi, pas de matinale. Lundi de Pâques, j'en profite pour faire l'annonce, pas de matinale, je serai encore en famille, donc pas d'ordi. Et voilà. Eh oui les gars, lundi, pas de matinale. Ce week-end, pas de stream, ce lundi, pas de matinale. Je sais, je vous abandonne, je sais. Mais dites-vous que c'est pour aussi me reposer, pour être à fond en mode playoff. Pour enchaîner des commentaires de match, les matinales, des talks le soir. Voilà. Donc, c'est ça. Ce week-end de Pâques, ce week-end pascal, sera sans Tibier. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Les playoffs avec matinal talk le soir en direct à 3h du matin. Ouais, exactement. On va vraiment... Il n'y aura pas de ralentir en playoff. Les matchs commentés à minuit, les matchs commentés à 1h, les duplex. On va essayer de mettre ça en place au cas où s'il y a 2 matchs en même temps. On pourra switcher avec une personne qui sera dans un autre vocal sur le Discord. On va mettre ça en place. Vous pourrez même, au cas où, suivre le match en même temps. Donc, on va essayer de mettre en place le côté Discord, salon vocal, dans lequel je mettrai le match. Et en même temps, du coup, mais si vous avez le match, il n'y a aucun intérêt d'écouter mes commentaires sur Twitch. Voilà, je veux du multiplex. À chaque panier, ça va être vite chiant.
Madame qui va kiffer nous voir 18 heures par jour. Je pense que madame déjà dormira, au cas où. Voilà, je me mettrai en mode ASMR comme ça. Mais... Et puis elle trouvera des trucs à faire, vous inquiétez pas. Elle a sa meilleure amie qui habite à côté, elle a ses parents qui habitent à côté, elle a des trucs, voilà. Madame peut lancer un live aussi. Moi j'ai proposé, hein. Moi j'ai proposé. Un jour, en matinale, madame si elle veut lancer un live, let's go, hein. Moi j'ai proposé. Je pense que ça se fera un jour. Un stream un peu néophyte, voilà. Madame peut regarder les playoffs avec nous, hein. On verra. On verra. Bah bien sûr qu'elle est la bienvenue. Maxime à New York avec un autre sbire de la team à San Antonio. Si seulement. Si seulement. J'ai regardé le match samedi avec tes commentaires, c'était trop bien. Sérieux Gogoff? Bah écoute, j'en suis bien content. Si madame lance un live, je lui donne 100 subs. Fais gaffe, hein. Fais gaffe, hein. Donc voilà, soyez au rendez-vous des playoffs, on va multiplier les trucs. Je pense que voilà, avec la team, on va essayer de se mettre en place. Bon voilà pour cette victoire de Philly. Passons directement au deuxième match. Je me mets la liste de matchs devant, hein, comme ça, voilà, je vais regarder ça là. Et on va parler du Magic. Parce que... alors, attendez. Le Magic... Attends, je sais pas, mais je t'offre un café au Plaza quand tu veux. Je sais pas ce qui est le plus économique, on va dire. Le café ou le sub. Et merci Zagast TV pour le follow, installe-toi, j'espère que ça va te plaire. Bienvenue pour cette matinale, Banque 0 et minable. Alors oui, on va parler des Hawks, non, on va parler des Hawks, oui, mais surtout du Magic, parce que le Magic s'est pris 30 points, quoi. Le deuxième quart en défense d'Orlando, oui. Alors justement, je reprends tout ça, je reprends le fil de ma discussion. Orlando, hier en matinale, on voyait le match arriver contre Atlanta cette nuit. On se disait, match hyper important pour le play-in. Match hyper important pour Orlando qui a besoin de turnaround un peu... de turnaround comment dire, des résultats et de se relancer avec confiance. Force est de constater que ça n'a pas du tout été le cas. Orlando qui se prend 30 points, on avait dit match hyper important, match décisif, mais je sais plus quoi dire pour Orlando. Je sais plus quoi dire parce que quand tu as un semblant de rebond, Orlando te montre que en fait tu ne sais pas sur quel pied danser avec cette équipe. Pour une équipe qui devait justement, parce que bon, les Hawks et le Magic, avant le match, il y avait que deux matchs d'écart. Donc tu pouvais légitimement dire ça peut être un tournant dans notre fin de saison pour aller chercher peut-être un haut play-in ou alors même continuer de se battre pour le top 6. À quel moment tu t'en prends 30 contre ces Hawks-là, alors qu'ils sont en très bonne forme, ok, mais 30 ? Là, on parle d'un écart entre une équipe de play-off et une équipe de loterie. Et surtout, en t'en prenant 47 dans le deuxième quart-temps. Tu t'en prends 47 dans le deuxième quart-temps. Qu'est-ce que ça démontre, ça ? Qu'est-ce que ça traduit d'Orlando ? Pour moi, ça traduit une équipe qui n'est pas dedans, qui n'est pas focus vers son objectif. Si t'es vraiment focus et tout le monde tire dans la même direction, vers les playoffs, vers un rebond, vers justement voilà le mieux, en mode, voilà, comme tu l'as dit, Franz Wagner est revenu, ok, on a notre groupe au complet, quasi au complet, let's go. On tire vers les playoffs, on tire vers ce top 6, c'est l'occasion de... Et pour moi, ça, c'est symptomatique d'une équipe qui est totalement déconnectée. Et Jamal Mosley, it's time to go, my friend. Hein. It's time to go. Et je suis pas d'accord, tu vois, Gogoff, ils vont finir 10 alors ils devraient être 8. Ils devraient être même top 6, top 5, top 4 de l'Est. Orlando, si on suit la progression par rapport aux dernières saisons, ils devraient se battre pour le top 4. Résultat, on a un Magic qui peine à être top 8,
qui est au même niveau qu'une vulgaire équipe de play-in. Entre des Hornets qui sont en progression mais qui étaient pourris l'année dernière, et un Heat qui moisit dans ce play-in depuis 3-4 ans. Orlando ne devrait pas être dans cette discussion-là. Je suis pas tant optimiste que toi avec Orlando. Bah, est-ce que tu me trouves optimiste, là? Je pense que là, c'est symptomatique. Ce match est symptomatique d'un groupe qui a lâché son coach, qui a besoin d'un move fédérateur au coaching, de repartir de l'avant. Et là, en effet, je suis très très pessimiste pour sortir du play-in. Quand tu as des Hornets qui semblent, eux, tirer tous dans la même direction, des Sixers qui sont très forts, des Hawks aussi, des Raptors qui, du coup, sont passés dans le play-in, mais qui restent très sérieux. Désolé, le Magic, je ne les vois pas pour l'instant sortir du play-in. Autant le premier quart, bon, tu le gagnes en plus 28-25. À quel moment tu t'effondres et tu te perds le deuxième 47-26 ? Et à ce moment-là, ton match, il est terminé. T'arrives à la mi-temps et en plus, le troisième quart-temps, tu n'as pas de coup de fouet, tu n'as pas de réaction. Le troisième quart-temps, tu le perds 30-22. Comparaison peut-être bancale, mais pour moi, Orlando, ça devrait être dans la même progression que les Lakers. Est-ce que les Lakers, en effet, c'est la bonne comparaison ? Ben, en vrai, quand on voit la progression des Pistons dans la même conférence, les Pistons ont réussi ce que Orlando n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire maintenir une cohérence, maintenir un groupe sérieux, tirer dans le même sens avec leur coach. Et du coup, en 2 ans, on est passé des Pistons qui perdent 28 matchs de suite aux Pistons 6e, aux Pistons 1er. Et il y a des Pistons 1er qui peuvent même se permettre d'avoir Kate Cunningham absent plusieurs semaines, et ça continue de marcher. Dans l'historique de classement sur les dernières années, ça progresse bien et ça se pose en top 5. Ouais. Orlando devrait se battre pour le top 4. Seulement, on est sur... tu sens que cette saison est peut-être synonyme et illustratrice d'un essoufflement de la méthode Mosley. Ça y est. Je pense que... Et ce match en est l'illustration parfaite. C'est un match coup près, et tu le perds sans même te battre, en fait. Donc c'est terrible. Du côté des stats, on a du 11 points de Paolo Banchero, 11 points, 8 rebonds, 3 passes, 26 points, 3 sur 9 au tir. Et on peut même pas dire qu'il a croqué, Banchero. Collectivement, il y a de l'entente ou c'est plus une accumulation d'individualité. Difficile à dire, parce qu'il y a des équipes qui s'entendent bien, mais qui peuvent lâcher des coachs, et puis et du coup, ça affecte les performances collectives. Je sais pas trop, je pense qu'il y a de l'entente quand même. On ne sent pas forcément un groupe dysfonctionnel. Mais tu sens qu'il y a une rupture dans le discours entre le coach et le groupe. Orlando, là, tu peux pas légitimement partir sur ce genre de projet, sur ce genre de progression d'année en année et justement être en régression. Est-ce que Orlando n'est pas l'équipe la plus décevante de NBA cette saison ? Je ne vois pas une équipe qui est autant en deçà des espérances, tant dans les résultats que dans le contenu, que dans les performances individuelles. Qu'est-ce qu'il y a à sauver du côté du Magic ? En vrai. Individuellement. On peut parler de la progression de Tristan da Silva. Allez. Je dirais pas que la saison dernière a été une saison trompeuse. Je dirais pas ça. Non, je pense qu'on est sur une déconnexion totale, une rupture au niveau du discours. Il y a eu quelque chose. Et les dernières pics, enfin... Les pics qu'il y a eu en conférence de presse entre Jamal Mosley, Paolo Banchero, c'est aussi très symptomatique d'un groupe qui est en rupture. Et peut-être que le front office d'Orlando aurait dû lâcher Jamal Mosley beaucoup plus tôt dans la saison. Là, il se retrouve coincé. Au 2 avril, tu peux pas lâcher ton coach comme ça à 5 matchs d'un play-in. Autant aller au bout de tes idées et faire le ménage cet été. Les Clippers, non, il n'y avait pas autant d'attentes. Il
Il n'y avait pas autant d'attentes. Et les Nuggets, alors, les Nuggets, oui, on avait viré Mike Malone très tard dans la saison, seulement les Nuggets avaient Nikola Jokic dans leur équipe. Là, là le Magic n'a pas un joueur du niveau même de Jamal Murray actuellement. Ou même, si j'ose, n'a pas un joueur du niveau d'Aaron Gordon en ce moment. Donc, la mission pour prendre en charge une équipe comme ça, comme les Nuggets, c'est bien plus facile que ce Magic-là. Et bonjour Charlie, bonjour à toi, comment il va ? Comment il va le Charlie ? Ouais, Orlando, c'est très inquiétant. C'est très 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 inquiétant. Et ça va me faire du montage pour faire ça, faut le sortir, faut que je le sorte rapidos en réel. J'en ai plein des réels à sortir. Mais je veux pas inonder mes réseaux. Ouais, si on continue sur les stats niveau Orlando, qu'est-ce qu'on a ? On a du 17 points de Jamal McCain. Jamal Kane. C'est quand le play-in, la date exacte, on va voir ça. Jamal Kane, 17 points. Desmond Bane, 14 points, 5 sur 13 au tir. Franz Wagner qui est revenu, 5 sur 13 au tir en 19 minutes, mais 0 sur 6 à 3 points. Et on va pas lui jeter la pierre à Franz Wagner. Wendell Carter Jr., 14 points. C'est une ligne de stats, c'est des lignes de stats d'équipe de loterie. Voilà pour le Magic. Parlons quand même des Hawks qui, eux, ont été au rendez-vous. Tout de même si la fanbase est pourrie, les Hawks sont au rendez-vous. Avec qu'est-ce qu'on peut avoir ? Avec 32 points de Nickel Alexander-Walker, qui a totalement pris feu. 11 sur 16 au tir, 32 points, 4 rebonds, une seule passe, mais 3 interceptions. Les Hawks qui vont terminer top 6, qui l'aurait cru il y a 2 mois. C'est vrai que la progression des Hawks est quand même... La montée en puissance plus que la progression est quand même assez exceptionnelle. Je vais me mettre le calendrier des Hawks pour vraiment se rendre compte de leur progression depuis 2026, limite, ça pourrait être intéressant, hein, parce qu'on parle beaucoup des Hornets qui sont montés en puissance et tout. Parlons quand même aussi... c'est pas depuis janvier, il y a eu quelques séries de 2, 3, 4 défaites, mais depuis fin février, victoire contre Philly, t'as une défaite, après, victoire, allez hop, une petite défaite contre Houston, allez, pourquoi pas, victoire, défaite contre Boston, bon, ok, ça peut arriver, à Boston en plus, mais tu es impérial. Tes seules défaites, c'est à l'extérieur, bon, Miami c'était à domicile, mais c'était au tout début du run. C'est... La montée en puissance est assez folle, et là, du coup, tu vas terminer ta saison à Brooklyn, contre New York, à Cleveland, contre Cleveland et à Miami. Je sais que pendant ce run incroyable là, j'avais dit que c'était que des équipes de loterie, et c'était le cas en vrai. Mais là, tu as eu quelques victoires assez probantes. Et là, on va voir surtout voilà, l'enchaînement New York et 2 fois Cleveland, en plus de Miami, ça va être intéressant. Ça va être très 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 intéressant. Orlando, c'est catastrophique, ça part directement en vacances le 14 avril. Ouais. Il y a de fortes chances. La seule chose qui me chagrine dans cette progression, c'est que ça soit au détriment de Zachary Rizaché. C'est vrai que du coup, ça coïncide avec la baisse de forme et la baisse du temps de jeu de Zachary Rizaché. Mais je doute pas que cet été, la question va se poser. Le dossier Zachary Rizaché va être mis sur la table. Et peut-être qu'on travaillera vers un transfert et vers une nouvelle destination pour lui. Après, les Hawks, quel est le payroll des Hawks ? Parce que je sais que là, ok, il y a du CJ McCollum qui est là, qui est présent et tout ça. CJ McCollum est expirant. Jonathan Kuminga, il y a une team option. Mais après, est-ce que là, finalement, CJ McCollum, tu maximises pas en fait son apport et en fait, après, t'as un Zachary Rizaché qui retrouve un peu une place importante. Puisque l'année prochaine, t'as déjà sous contrat Jalen Johnson, Jonathan Kuminga, Nickel Alexander-Walker, Onyeka Okongwu, Corey Kispert, Zachary Rizaché, Buddy Hield, Dyson Daniels, Asa Newell, etc. etc.
Là, pour l'instant, ça me dérange pas d'avoir des Hawks qui maximisent cette saison avec CJ McCollum et qui après le laissent partir en mode bon bah écoute CJ, si tu veux prolonger à moindre prix, c'est ok, tu peux rester. Mais c'est clair que de toute façon, CJ McCollum n'est pas l'avenir des Hawks. Donc voilà, on a du Nick Alexander Walker, du coup je l'ai dit. 18 points de Jalen Johnson, 8 sur 17 au tir. 15 points de Dyson Daniels, 16 points d'Onyeka Okongwu avec 7 rebonds, 4 passes. 14 rebonds et 8 passes pour Jalen Johnson, toujours au bord du triple-double. Hein. Jalen Johnson qui fait lui aussi une fin de saison, mamma mia. La montée en puissance, elle n'est pas que du côté collectif. Hein. C'est pas pour rien hein, que les Hawks... comment expliquer que Atlanta, ça a clic ? Je pense que justement le run... Pourquoi ne pas re-signer McCollum avec une mid-level ? Pourquoi pas ? Mais faut surtout pas qu'il signe trop cher. CJ McCollum ne doit pas re-signer pour plus de 10-15 millions l'année. Ce serait une erreur. Et après, pourquoi Atlanta ça a clic ? Je pense qu'il y a une espèce de combinaison entre montée en puissance individuelle illustrée par Jalen Johnson, mais aussi par ce calendrier qui a été à un moment donné, et on l'a vu, très favorable, et qui a permis aussi d'engranger des wins et de la confiance et du jeu. Et du coup, quand t'as une équipe qui prend confiance, surtout une équipe jeune finalement, parce que les Hawks qui ont dû digérer aussi le transfert de Trae Young, le transfert de Kristaps Porzingis, où t'as du coup des gens qui se sont greffés dans cet effectif ici ou là en cours de saison. Finalement, t'as pu prendre confiance et t'as pu donner vraiment de la cohérence à ce groupe-là. Et la victoire amenant les victoires, tu t'es mis en confiance. Je pense que c'est pour ça en fait, c'est de la continuité dans un groupe, plus la montée en puissance de certains joueurs, plus un calendrier favorable qui a permis d'engendrer des victoires. Pour moi, c'est ce cocktail des trois trucs qui a fait que Atlanta, ça a cliqué. Banchero plus Wagner, ça marche pas, il faudra faire un choix. Je sais pas, on n'a pas forcément eu l'occasion cette saison de voir Wagner et Banchero. Hein. Je pense que d'abord le choix du côté d'Orlando, les gars, ça va être le coach. Tout le monde est sous contrat à Orlando. Tout le monde est sous contrat. Tout le monde est un peu jeune. Je pense que c'est ça va être le premier fusible, la première solution, ça sera le coach. Si la saison prochaine avec un autre coach, si il vire le coach, par contre Orlando, faut virer Jamal Mosley. Mais s'il y a un nouveau coach et qu'on continue à avoir les mêmes limites dans le jeu d'Orlando, collectivement, individuellement, là on pourra se poser des questions individuellement. Mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas encore la priorité. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Voilà, du côté du Hawks Magic, du coup, parfait. On a bien parlé d'Orlando, on a bien parlé d'Atlanta. C'est très bien. Mosley dehors, il aurait déjà dû le faire la saison dernière. Je suis bien d'accord. Le management d'Orlando prend beaucoup trop de temps pour prendre ces décisions-là. Beaucoup trop de temps. Passons, messieurs, au 3e match de la nuit. Et la grosse victoire, là aussi, la grosse victoire de Boston. Les Celtics qui se sont débarrassés du hit 147-129, comme vous le voyez en bas de votre écran. Grosse victoire des Celtics, du coup, menée par un Jaylen Brown de gala. 43 points, 17 sur 29 au tir. 43 points, 3 rebonds, 7 passes pour Jaylen Brown. Qu'est-ce qu'on a eu autour ? Après, on a eu du 25 points, 18 rebonds, 11 passes, 2 interceptions de la part de Jason Tatum. On a eu 16 points de Neemias Queta avec 11 rebonds. On a eu 23 points de Sam Hauser. 14 points de Peyton Pritchard en sortie de banc. Luka Garza qui a fait aussi du taf avec 12 points. Après, le management d'Orlando veut aller à Cancun en avril, mais pas en juin, fait trop chaud après. Oui, peut-être. Que dire sur cette belle victoire des Celtics qui, eux aussi, montent en puissance ? Est-ce qu'on peut parler de victoire un peu coup de poing, victoire un peu statement, là, de ces Celtics ? Genre,
Là, et surtout une victoire statement de la part du duo Tatum-Brown, finalement. Est-ce que c'est pas la première grosse performance en duo de la part de Brown et Tatum depuis le retour de ce dernier? Jason Tatum en triple-double. Et Jaylen Brown qui t'en met 43. Je sais que c'est contre le play-in hit. Je sais que c'est contre ce hit-là. Mais c'est à noter, cette performance du duo. Après, en effet, la victoire était quand même attendue de la part des Celtics. Et on peut parler... non, Miami est totalement nul. Voilà, on peut parler de Miami qui continue de s'enfoncer dans ce play-in. Ils sont 10e de l'Est. Miami qui continue de ressembler aux Chicago Bulls, en fait. Pardon. Miami, je comprends pas le projet. Bah, tu n'es pas le seul, je pense. Je pense que tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup trop de limites dans cette équipe. Quelle est la direction à prendre? Alors oui, t'as un Bam Adebayo qui te met 29 points, 10 rebonds là sur ce match-là. Qui non, pas 84 points de Bam, non, malheureusement. T'as un Tyler Hero qui te mène ton attaque, mais qui est pareil, lui. Tyler Hero, c'est quoi le projet de ce joueur-là? Pourquoi Tyler Hero est encore titulaire en NBA? Pourquoi tu t'obstines? Tyler Hero n'est pas un meneur, n'est pas un joueur du calibre titulaire dans une équipe qui se veut ambitieuse. Hier encore 5 sur 15 au tir. 18 points certes, mais un impact négatif en plus. Davion Mitchell, c'est sympa, 21 points, 7 passes, ok, mais tu vas me dire que ta traction extérieure au Miami Heat, c'est Davion Mitchell, Tyler Hero. On en est là, en 2026. Alors, Andrew Wiggins, Pele Larson. En fait, t'as l'impression que cette équipe du Heat, c'est une énorme salle d'attente pour tous les joueurs en attente de se faire dégager. Andrew Wiggins, Davion Mitchell, il était arrivé là. Ok, bon, il se fait un petit trou et tout ça, mais il n'y a pas trop d'attente envers lui. Mais Tyler Hero, on attend toujours. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le dégager? Est-ce qu'il reste? Quel est son vrai rôle? Bam Adebayo, depuis le départ de Jimmy Butler, qu'est-ce qu'on en fait de Bam Adebayo? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est vraiment ton franchise player? Tu vas le payer 50 millions la saison prochaine. Andrew Wiggins, il est arrivé. Qu'est-ce que t'en fais lui aussi? Il a un contrat l'année prochaine, je crois. Est-ce que tu le vires cet été? Est-ce que tu le gardes? Et encore, tu vois, t'as du Norman Powell qui était pas là. T'as Terry Rozier qui est en prison. T'as Kelly Loiré qui montre des très belles choses là, depuis la saison dernière, depuis sa saison rookie. Tu le fais jouer 12 minutes hier. Tu le mets pas titulaire. Un coup il est titulaire, un coup il est pas titulaire. C'est quoi le projet avec ton équipe? Et Eric Spoelstra, je comprends pas ce qu'il veut faire. Et Pat Riley, je comprends pas ce qu'il veut faire. Spoelstra, c'est un top coach, mais il fait ce qu'il peut avec les chèvres. Alors, Eric Spoelstra, c'est pas un mauvais coach, pourtant où ça a changé. Vous voulez mon avis sur Eric Spoelstra? Parce que je vais peut-être dire des vérités qui vont déranger. Mais Eric Spoelstra, quand il est pas carry par un Jimmy Butler absolument stratosphérique, c'est quoi le bilan depuis 15 ans? C'est quoi le bilan depuis les titres des Heatles avec LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh? Réponds à ma question, Léo. Je savais que ça allait être un avis controversé, mais Eric Spoelstra, si on prend, faut arrêter, en fait, cette manie de trouver des excuses ou des explications pour des coachs. Que ça soit Tyronn Lue, que ça soit Eric Spoelstra, à un moment donné, il faut dire les choses. Si on tacle Tyronn Lue, si on tacle Doc Rivers pour des mauvais résultats, on peut tacler Eric Spoelstra. Et je suis désolé, cite-moi 3 joueurs assez forts pour construire une équipe. Je suis désolé, il n'y a aucun monde où je peux croire
que Erik Spoelstra n'a pas son mot à dire dans le recrutement. Erik Spoelstra, c'est lui le coach depuis je sais pas combien d'années, bientôt 20 ans. Il fait partie des meubles au Miami Heat. Le recrutement du Heat, il en est aussi responsable en partie. Faut pas me croire qu'Erik Spoelstra n'a pas son mot à dire là-dedans. Et il a peut-être pas le dernier mot, mais il est dans les discussions. Et si Pat Riley, on ne sait pas, mais si Pat Riley, ça se trouve, il l'écoute. Ça se trouve, c'est Erik Spoelstra qui dit « Ouais, viens, ramène-moi Norman Powell et Terry Rozier et Tyler Herro. Ah, ça va faire une traction extérieure incroyable. » On ne sait pas. Et il faut arrêter de trouver des excuses à des mecs sous couvert du fait que ils sont sympas, ils ont une bonne bouille, ils ont eu des accomplissements. Il y a désormais, ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps le titre du Heat ? Sans déconner. Ça fait bientôt 15 ans. Donc je suis désolé, mais à un moment donné, le dossier Erik Spoelstra, il va falloir l'ouvrir, parce que quand on regarde bien, les derniers beaux accomplissements du Heat, c'est un alignement des planètes absolument incroyable, avec des joueurs undrafted qu'il fallait, certes, il fallait les voir, il fallait les prendre, ça c'est très bien, mais tu es tombé sur un alignement des planètes incroyable, un Jimmy Butler stratosphérique, on ne l'a jamais plus vu à ce niveau-là. Et depuis, tu es une équipe mid. Tu enchaînes les mauvaises décisions, et je suis désolé, tu es arrivé à un moment donné premier de ta conférence, tu t'es fait sweep au premier tour, en étant premier de ta conf, en post-run pour aller en finale. Et ce genre de mésaventure en play-off, on n'en entend jamais parler quand on ouvre le dossier Erik Spoelstra. Pour dire que Doc Rivers, il a chié des Game 7, pour dire que machin, il a chié, ça, d'accord, ça on le dit. Et Erik Spoelstra, on a l'impression qu'il y a un totem d'immunité. C'est le seul entraîneur de NBA qui semble passer entre les gouttes. Je suis là pour le dire. Erik Spoelstra, il va falloir ouvrir le dossier. Faut arrêter. Oui, Erik Spoelstra, tu lui donnes 2 bouts de bois et une ficelle, il t'en fait une équipe incroyable. La preuve que non. Et bonjour Zinedine. Steve Kerr aussi. Steve Kerr, il se prend des torrents de merde depuis quelques années. Steve Kerr, il se fait critiquer partout. Et on en est même des fois à entendre des gens dire « Ah bah oui, heureusement, Steve Kerr, il s'est fait carry par Stephen Curry. » Mais bon, Steve Kerr, au coaching, il faille speak. Quoi, il faille speak ? Pourquoi on devrait speak sur Steve Kerr et pas sur Erik Spoelstra, qui doit ses accomplissements à une super team et un surboostage de Jimmy Butler. Steve Kerr, au coaching, ces dernières années, je suis d'accord. Il y a des critiques. Je suis totalement d'accord. S'il y a des critiques sur Steve Kerr, pardon de parler des critiques sur Erik Spoelstra. Pardon. Mais à un moment donné, si une équipe qui fonctionne pas, un projet qui ne fonctionne pas, généralement, on regarde du côté du coach. Pourquoi Erik Spoelstra a un totem d'immunité ? Donc oui, les undraftés, il les a utilisés à la perfection. Et on voit bien que depuis qu'ils sont partis, il y a limite que Duncan Robinson qui fonctionne bien. Max Strus, là, revient bien du côté des Cavs. Mais voilà. Mais, désolé, à part des petits coups d'éclat comme ça, 2 coups d'éclat, que fait Erik Spoelstra avec le Miami Heat ? Il y en a un qui a montré savoir coacher son équipe et utiliser à 100% Steve Kerr, même à la grande époque, il était carré par son staff. Non. Pourquoi double discours ? Pourquoi Steve Kerr serait carré par son staff et son groupe et pas Erik Spoelstra ? Steve Kerr qui a su sortir des Jordan Bell, des Ian Clark, qui a su réutiliser du Sean Livingston à la perfection. Désolé, non.
Non. Qui a su utiliser Jordan Poole. Jordan Poole en 2022. Jordan Poole en 2022, il est utilisé à la perfection. Depuis qu'il est parti, Jordan Poole, il devient quoi? Rien. Donc non, vous allez commencer à respecter les gens. Kerr n'est pas carry par Steph Curry. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les gars. Non, on n'est pas là pour avoir ce genre de take dégueulasse. On n'est pas là. On n'est pas sur le chat de certains autres médias. C'est bon. Non. Tout le monde, tous les coachs ont des critiques à faire, ont des défauts. Il y a aucun souci là-dessus. Aucun souci. Et j'étais le premier à critiquer un tel et un tel. Et Steve Kerr, depuis quelques saisons, tu sens qu'il est au bout de course. Et je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Mais il faut arrêter les narratifs comme quoi Steve Kerr, la dynastie des Warriors, elle s'est faite juste avec les assistants coachs. Non. Faut arrêter. Et Eric Spoelstra, désolé de dire des vérités, ça peut piquer. Je vais peut-être me faire reprendre de voler sur les réseaux si je le mets. Mais Eric Spoelstra, depuis le départ de LeBron James, c'est mid. C'est mid. Il y a eu 2020 et 2023. C'est mid. Kerr avec une mauvaise équipe est nullissime. Mais qu'est-ce que tu racontes? On parle de l'entraîneur d'une des plus grandes dynasties de l'histoire. Vous pensez vraiment que des dynasties se construisent sans coach? Phil Jackson, il est carry par Michael Jordan, du coup. Et finalement, il y a aucun grand coach. Il y a que des grands joueurs. Il a utilisé MJ à son max. Et il a pas utilisé Steph Curry à son max? Il a pas utilisé Draymond Green à son max? Un second tour, Draymond Green. Il a pas utilisé Klay Thompson à son max? Vous voyez l'incohérence? C'est fou. Et tu peux dire, je remets une pièce dans la machine. Je suis sûr que tu l'as pensé. Il a juste eu énormément de chance, Kerr, d'avoir Curry et Klay. Vous voyez comment dire, la narrative qui est à double tranchant. Phil Jackson, il a pas eu la chance d'avoir Scottie Pippen et Michael Jordan. On est sur l'équipe télé ou bien le 1er avril à un jour de retard. Ah, désolé, hein. Mais il était en pilotage automatique. Oh là là, les gars, arrêtez. Arrêtez, mettez du respect. Il n'y a pas de grande équipe sans grand coach. Désolé. Mais Steve Kerr est un des meilleurs coachs de l'histoire de la NBA. Point barre, point à la ligne. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Kerr n'a jamais gagné de titre sans Curry. Mais quel rapport? Putain, on dirait les arguments des gens qui disaient mais putain, Messi c'est pas le meilleur de l'histoire parce qu'il a pas gagné la Serie A, genre. Spoelstra mange Kerr matin, midi, soir. Non. CR7 supérieur à Messi? Bah non, du coup. Bah non, alors là, on n'est pas d'accord. Hein. Pas d'accord du tout. En termes de footballeur, voilà, Denio est carré par SGA. Finalement, il n'y a pas de coach, il n'y a que des babysitters. Il n'y a pas de coach. Et évidemment, Démocrite qui dit, vous voyez que les résultats, mais il y a 95% du taf qui se fait off-caméra. Est-ce que Messi a gagné le championnat saoudi? Par contre, il a gagné la Coupe du Monde. Denio fait un taf incroyable. Mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, Maduro? Tu vois Kerr sans bon joueur, c'est useless. Oh là 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 là. Denio sans bon joueur, c'est quoi, du coup? Est-ce qu'on sait, même? Phil Jackson, super à Kerr est de loin. Tu peux le penser, il n'y a pas de souci. Mais je raisonnais par l'absurde. Pour dire que, justement, c'est absurde, totalement absurde, et pour pas dire débile, de penser que Steve Kerr est un coach médiocre et qu'il est useless et que juste il a été tenu la main par Steph Curry. À un moment donné, et pour en revenir à Eric Spoelstra, désolé, il a sa responsabilité dans la construction de l'équipe, il a sa responsabilité dans le fait de tirer le meilleur de son équipe. Désolé, si on parle de tirer le meilleur de ses joueurs et tout ça, est-ce qu'il tire le meilleur de ses joueurs? Andrew Wiggins, on rappelle Andrew Wiggins en 2022, les gars, ou pas? Le même Andrew Wiggins qui est là, hein.
Au 8, hein. Le Andrew Wiggins des finales 2022 qui a totalement mangé Jason Tatum. Qui faisait des campagnes qui faisait des campagnes de playoff à 16 rebonds de moyenne. Oui, Maduro, allez. Le Rage Bates, franchement, ça va bien 2 minutes. Ici, on est des adultes responsables, c'est bon, tu vois. On est là pour parler basket, pas pour être sur l'équipe 21, en effet. L'équipe TV. Ce sont 2 coachings différents. Si je suis GM et que ma team est mid ou nul, je prends Spoelstra. Par contre, si j'ai une team Elin, je prends Kerr. Mais, alors, du coup, Zinedine, n'hésite pas à me dire quel est l'avantage, du coup, pour une équipe mid, d'avoir Eric Spoelstra. Il met une vitesse à Kerr en termes de coach technique. Ça reste à prouver. Hein. Désolé. Hein. Désolé, hein, mais les adaptations de Steve Kerr, l'ultra small ball de mettre Draymond Green, déjà un Draymond Green que tu as développé et que tu en as fait un joueur élite, c'est pas à prendre à la légère. Hein. On peut penser différemment, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand je vois des takes en mode Kerr, il sert à rien, faut arrêter, les gars. Plus adaptatif, plus intelligent, capable de faire overperf les joueurs. Est-ce que tu... Alors, déjà, ça c'est ton avis, je pense que Steve Kerr a montré qu'il pouvait faire overperf les joueurs, hein, justement. Regardez les perfs qu'il a su tirer de Kevin Looney. Les perfs qu'il a su tirer de Jordan Poole, d'Andrew Wiggins. Tous les joueurs qui partent de Miami deviennent nuls. Non. Bah non. Là, on parle juste des undrafted, mais désolé, hein. LeBron n'est pas devenu nul. Jimmy Butler n'est pas devenu nul. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre des joueurs qui ont vraiment impacté Duncan Robinson est loin d'être devenu nul. Aux Pistons, il est très très bon. Qu'est-ce qu'on a eu encore récemment du côté du 8 ? Je suis pas d'accord avec cette take. Hein. Tous les joueurs ne deviennent pas nuls en partant de Miami. Hein. Et justement, à l'inverse, depuis quelques saisons, il y a des joueurs qui arrivent à Miami et qui régressent. Et pourquoi pas Billy Donovan ? C'est la Corée du Nord ici. Si on n'est pas d'accord avec toi, on dit de la merde. Non, mais il y a une nuance, comme le dit Démocrite juste avant. Ayez de la nuance. On peut avoir des préférences, il n'y a pas de souci. Par contre, faut pas me sortir des messages dignes des sites web les plus frauduleux. Voilà, et il y a un peu quand même de nuance et de retenue. Vous pouvez préférer un coach à un autre, mais ne sortez pas des absurdités sans nom. C'est surtout ça, les gars. Oh. Norman Powell ? Bah, Norman Powell, tu vois qu'il surperforme par rapport aux Clippers ? Aux Clippers, il était déjà très bon. On va arrêter de discuter des coachs des équipes de play-in. Bah attends les gars. Après je trouve que ces 2 coachs sont excellents. Les 2 coachs sont très bons. Je dis juste qu'à un moment donné, moi le discours principal de ce débat, c'était de dire qu'à un moment donné, il faut ouvrir un dossier Eric Spoelstra qui passe trop entre les gouttes. On ne parle jamais d'Eric Spoelstra. Il est jamais remis en question. On a l'impression que le gars, il fait partie des murs. Il va mourir au Miami Heat. Et qu'il n'y aura pas... Est-ce que le projet du Miami Heat ne mérite pas de tourner une page définitive et de repartir sur un projet frais, nouveau, avec un nouveau discours ? Est-ce que Eric Spoelstra ne peut pas faire une Brad Stevens, remplacer Pat Riley, mettre quelqu'un de plus frais au coaching, et que lui garde son sens de l'organisation et tout ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut pas faire ça ? Voilà. Moi, je pense que ça peut être une partie du problème de Miami. Encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe. Mais je ne peux pas croire une seconde qu'il n'a pas son mot à dire sur la construction de l'effectif. Et qu'il ne peut pas avoir ses torts sur l'utilisation de cet effectif-là. Et je suis pas d'accord, Maduro. Kerr passe aussi entre les gouttes. Kerr, il se fait critiquer de partout.
Après, pour faire ça, faut que le vieux se réveille et démissionne. Oui. Et ça c'est pareil. Pat Riley aurait dû partir depuis les échecs de Donovan Mitchell, les échecs d'Amen Lillard, les multiples échecs là qui te font en fait galérer en termes de roster. Ça, on est d'accord. Pat Riley aurait dû partir. C'est clair. Faut savoir passer la main et tout ça. Et ça, c'est pour ça. Regardez Boston, qui ont su régénérer, on va dire, ce groupe et tout ça, avec comment dire, avec un changement de front office. Spo aux Warriors, ils font top 6 et Kerr à Miami, il termine 13ème. Oui, c'est ça. Et puis comme on est dans NBA 2K, et puis moi, du coup, moi je suis champion là sur NBA 2K, je vais aux Hornets du coup et je les amène top 6. Ouais. Je pense qu'on sous-estime énormément. Je veux dire, putain, on branle, désolé de l'expression, on branle Tyronn Lue depuis 10 ans sur son côté managérial, oh c'est un manager incroyable et tout ça avec les joueurs, pour descendre Steve Kerr. Moi, ça me fume. Donc, fermons ce dossier Miami Heat, parce que c'est quand même une équipe de merde depuis 5 ans, et qui ne mérite pas de s'y attarder autant. Voilà. Parlons plutôt des Grizzlies. Ben, c'est pas mon père, Steve Kerr, mes frères. Arrête les... Je veux dire, faut arrêter les takes ridicules. C'est pas Raymond Domenech, les gars. C'est bon. Champion de conférence surprise plusieurs fois. Bah, bravo pour être champion de conférence, mais c'est une bannière, ça, que t'accroches. Pas sûr, hein. Regardez, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, Miami, c'est quoi? Miami Heat, depuis 10 ans, 3ème place de l'Est. Après, c'est une 9ème place. Après, c'est une 6ème place. Après, c'est une 10ème place. 2019-2020, c'est une 5ème place. 2021, 6ème place. 21-22, première place. Tu te fais démonter au premier tour. Après, ça veut dire quoi, super team? C'est la première super team un peu où t'es carré par 3 superstars. Là, Wade, Bosh et LeBron, c'est la première vraie super team moderne, on va dire, qui s'est assemblée quelque part. Après, je suis d'accord avec toi, chaque champion NBA a une très bonne équipe de toute manière. Super team, c'est dans le côté, genre vraiment 3 franchise players potentiels se réunissent quelque part. 2022-2023, tu termines 8ème. 2023-2024, tu termines 8ème. 2024-2025, tu termines 8ème. Et là, 2025-2026, t'es 10ème. Et ça depuis 10 ans. 2014-2015, t'es quoi? T'es 10ème. Alors oui, c'est deux Hall of Famer, mais qu'on vienne pas me dire que depuis 11 ans, Eric Spoelstra, le mieux, c'est un top 1 surprise pour se faire sweeper au premier tour. Après, c'est que du mid. Que du mid depuis 11 ans. Ok, ils ont raté très peu de playoffs, mais c'est sans ambition tout ça. Oui. Oui. Le hit depuis 11 ans, c'est factuel. C'est une première place surprise, une 3ème place de l'Est, et après c'est du 6, 8, 9, 10. Eh ben messieurs, si ça c'est coach élite depuis 11 ans, je veux bien vous croire. Allez, parlons des Knicks. Parlons des Knicks pour détendre tout ça. Qui gagne facilement. Qui gagne facilement par rapport aux Grizzlies, 130 à 119. Eux n'ont pas loupé leur rendez-vous. Quoi, attends, Gogoff? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Comme dit Stephen Brun, c'est une équipe de chiens de la casse. Bref, brouillon. Ouais, oui, voilà. 43 de Jaylen Brown, ouais, on en a parlé. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ah, t'étais au téléphone. Ah bah oui, 43 points de Jaylen Brown. Magnifique. Si, justement, on parlait du potentiel... heureusement qu'il gagne contre une équipe de G-League.
Ouais, voilà. Alors du coup, les Knicks qui gagnent aisément, de manière attendue quand même. Oui, 25 points d'Anunoby, 20 points, 11 rebonds, 7 turnovers quand même pour Karl Anthony Towns. 24 points de Michael Bridges, 15 points de José Alvarado, 13 points de Landry Shamet. Voilà, heureusement qu'ils gagnent contre une équipe qui a en effet vraiment un des pires 5 majeurs de l'histoire de la NBA quand même. Enfin, l'histoire peut-être, j'abuse. Mais là, de la NBA actuellement, 20 points allez, de Gigi Jackson pour Memphis, mais sinon, voilà, que dire sur les Knicks qui continuent de faire la course au top 3, qui mènent la danse face aux Cavs. Ça se tient à très peu, hein. Mais il y a quand même 2 matchs et demi de différence. C'est vrai que les Cavs ont très peu joué par rapport aux Knicks. Donc ça peut rapidement changer là-dessus. Ok. Pour ces Knicks, franchement, oui, cette victoire, est-ce qu'on doit vraiment dire quelque chose là-dessus Très bien, quoi. Contre une équipe de G-League, on l'attend, c'est venu, très bien. Passons vite fait, du coup, à la victoire d'Indiana. 145 à 126. Obligé après le Magir. Ouais, les Knicks étaient obligés de rebondir. Ils l'ont fait. Très bien, sérieux. Passons à autre chose, quoi. Rien à dire. Au moins, ils réagissent. Ils sont pas écroulés. Ils s'écroulent pas comme le Magic. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est chiant la plupart des matchs à cette époque de l'année. Ouais, de ouf. Bah ça, c'est vrai qu'à part des gros chocs, on se retrouve là comme avec une nuit comme aujourd'hui, hein, où t'as quasiment pas de petits écarts. Et là, je serais même pas étonné qu'on regarde 0 match ce matin. Hein. Je serais même pas étonné qu'on en regarde 0 parce qu'il y a rien d'intéressant, quoi. Devinez le bilan des Bulls face aux Pacers cette saison. Bah, il doit avoir 0 victoire. Avec cette défaite 145 à 126, quand même, les Bulls, pareil, hein, on parlait du hit, mais quel est le projet des Bulls? 0-4, ah, magnifique. Bon, c'est une win qui fait du bien quand même pour les Pacers. On l'a dit plusieurs fois quand ils gagnaient. C'est bien de voir pour ton équipe, pour les supporters, voir ton équipe gagner et voir des joueurs quand même pour l'année prochaine, tu vois, voir Ethan Thompson tourner à 24 points là. Pascal Siakam toujours aussi intéressant. J-Huff 17 points, tout comme Kobe Brown. Obi Toppin qui est toujours là aussi avec 6 points. Ben Shepard. Mais c'est vrai que tu n'avais pas TJ McConnell, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, Jarras Walker, Ivica Zubac, Tyrese Haliburton et Jody Furphy. Voilà. Ouais, Yabusele en 26. Yabusele, du coup, meilleur marqueur de son équipe. 20 points, 6 rebonds à 6 sur 12 au tir. Matas Boutzelis, champion NBA avec les Seattle Sunrise, évidemment, 17 points. 18 points de Colin Sexton. Isaac Okoro aussi qui a fait son taf. Mais voilà, globalement, cette équipe des Bulls ne va nulle part. Ne va nulle part et fait un peu ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire avoir un espèce de fonctionnement de laboratoire avec des joueurs mid qui essayent de se révéler. Et si ça peut permettre à ces joueurs de prendre un bon contrat l'année prochaine, eh ben écoute, voilà. Avec les 2 wins, ils sont passés 13e. Sérieux? Oh, Atlanta, Indiana. Ça reste très, très serré. Mais en effet, il va pas falloir faire les fous hein, du côté des Pacers. Hein. Ça va aller chercher quoi, là? Fin de saison. Hornets, Cavs, Wolves, Nets, Sixers, Pistons. Bon, normalement, tu perds tout. Il va falloir surveiller le Nets Pacers qui va valoir cher peut-être dans les classements, dans les games de classement. Attention. J'ai regardé les Spurs cette nuit. On va parler des Spurs tout à l'heure, en effet. Mais c'est vrai qu'on parlera aussi des nombreux absents du côté des Warriors. Ouais, contre les Nets, ça va être chaud. Ah bah, contre les Nets, les gars, j'espère que c'est un match qu'on verra en matinale. Ça faut qu'on l'aurait vu en matinale. J'espère. Évidemment.
Voilà, Team Relay va falloir commencer à faire quelque chose. Eh ben écoute, Léo, bonne journée à toi. La bise. La bise et vive Steve Kerr. À demain si tu nous quittes pas. Non, bah non, pourquoi je vous quitterais? Pourquoi je vous quitterais? Bonne journée Léo, dommage tu as loupé quand on va parler des Spurs. Dommage. Tu pourras voir le replay. Et vive Spo et Bam Adebayo. Oh le supporter des Knicks et du 8 déguisé. Donc voilà pour les Bulls, franchement que dire de plus. Bon, Mac McClung a joué 10 minutes en plus. Et écoutez messieurs, et fuck Trae Young évidemment. Passons à quoi? On a du quoi? Ah, du Kings Raptors. Oh là 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 là, magnifique. Alors là, on enchaîne là. On est sur du haut niveau de performance en NBA. Victoire des Kings, 123 à 115. Bah les Kings eux aussi, hein, qui... Bon, après, eux, ils ont vraiment de l'avance. Mais attention, le Jazz peut leur passer devant en termes de tanking. Mais bon, clairement... Alors, par contre, est-ce qu'on peut parler de ce match côté Raptors? Pourquoi perdre ce match? Les Raptors, là. C'est quoi cette faute professionnelle? Exactement, mais Elise. On est d'accord, on est raccord. Les Raptors qui doivent se battre pour le top 6, pour le top 5 et tout ça, et qui se permettent de perdre contre ces Kings-là. Et de ce fait, couplé à la victoire des Sixers qu'on a review tout à l'heure, et ben les Raptors, là, se mettent dans le play-in. Et attention, c'est quoi le calendrier des Raptors, là? Tu joues les Grises, après Celtics, Heat, Knicks et Nets. Voilà, double confrontation contre le Heat, elle va être tellement importante pour le play-in. Ouh là là. Parce que les Raptors ne sont qu'à 2 matchs et demi du Heat. Attention. Attention, ça peut être très 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 fort. Donc, mais ouais, pour les Raptors, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'on a eu du coup? Bah, sans surprise, alors il n'y avait pas Brandon Ingram. Mais sans surprise, tu tombes sur un match où Scotty Barnes shoot mal. 5 sur 14 au tir, 14 points, 5 rebonds, 10 passes. RJ Barrett shoot mal lui aussi, 8 sur 19, 20 points. 18 points de Jakob Poeltl, ok. 16 points de Jamal Sheed. 17 points de Mamou Kelashvili, 20 points de Colin Murray-Boyles. Ça fait des stats sympas, mais ça manque d'un patron pour gagner ce genre de match-là. Alors que de l'autre côté, bah, t'as 2 joueurs à 28 points. Precious Achiuwa et Demar DeRozan à 28 points. Bon, t'es tombé sur un Precious Achiuwa game quand même. 12 sur 19 au tir pour lui, l'ancien de Toronto, justement. Qui fait mal à son ancienne équipe. Malik Monk, 18 points en sortie de banc. Il est sorti de sa boîte, mais ouais, on n'est pas loin de la faute professionnelle pour ces Raptors. Hein. Maxime Reynaud, 2 sur 4 au tir, 6 points, 8 rebonds. Tout petit match de Maxime Reynaud qui a dû laisser la lumière après Chusachua, justement, j'imagine. Nick Clifford, 9 petits points. Devin Carter, 13 petits points. Bon, les Knicks qui continuent leur opération tanking sans trop forcer. Que dire de plus? Rien à dire vraiment de plus, hein, honnêtement. Hop là. Kings Raptors, voilà. Hein, 28-19. C'est vrai qu'il prend 19 rebonds. Hein, 28 points, 19 rebonds, dont 11 rebonds offensifs. Hein. Precious Achiuwa prend 11 rebonds offensifs contre les Raptors. Ça c'est faute professionnelle. Achiuwa, je comprends pas qu'il ait pas trouvé mieux que les Kings à l'automne. Il avait même pas de contrat NBA à la sortie de l'été. Ouais, après c'est... Bah, heureusement, justement, c'est cool qu'il reprenne un peu de valeur. S'il peut se montrer là et choper une meilleure équipe, ou au moins avoir un rôle précis dans une équipe NBA, tant mieux. Après, le problème pour Precious Achiuwa, c'est que... Et merci Derrick Rose. Putain, il y a Derrick Rose qui suit la chaîne.
Allez, merci Derrick Rose du follow, installe-toi. Precious Achiuwa, le problème pour lui dans sa carrière, c'est de se trouver son rôle. Au début, il était utilisé comme un center, je me rappelle. Mais le problème, c'est que il est petit, on va dire. Il fait que 2m03. Il est tanké, mais il a pas un énorme shoot. Mais tu le mets où, du coup? Tu peux pas... Tu le mets à côté d'un stretch 4, d'un stretch 5? Quel est son rôle vraiment, quoi, tu vois? Ça, faut pas oublier que c'est un joueur, oui, là, il a explosé à 28-19. Il fait plutôt des bons matchs depuis quelques temps, mais c'est un joueur, là, cette saison, il a à peine 10 points, 6 rebonds. Ouais, c'est des... Dans une équipe des Kings qui ne joue rien, c'est des petites stats, hein. C'est des stats de mecs de sortie de banc. Tu vois, faut pas non plus commencer à le présenter comme un crack ultime, hein. Attention. On va pas non plus rentrer dans ces considérations-là. Mais ouais, voilà, bon, pour ces Kings, on va aller tranquillement. Je regarde la liste des matchs après. Kings Raptors, il y a Bucks Rockets qu'on va choper, et après, après on va faire le tankathon. On va faire le point tankathon. Après Bucks Rockets. Allez, vous savez quoi, non? On va faire Nuggets Jazz, et après on va faire le tankathon. C'est le Jazz est la dernière équipe un peu de loterie qu'on va utiliser, enfin qu'on va voir. Et voilà. Onyx, il faisait des très bonnes sorties de banc. Par exemple, voilà. Par exemple. Mais en sortie de banc. Tu vois. En energizer un peu. Ce genre de profil-là, ce genre de rôle-là dans NBA. Je pense qu'il pourrait l'avoir et il pourrait être très bien là-dedans. Pas de souci. Parlons maintenant de cette équipe des Nuggets. Alors, les Nuggets qui gagnent leur 7e match de suite, bien portés par 37 points de Jamal Murray, par 15 points, 17 rebonds et 12 passes de Nikola Jokic, on l'a dit, qui terminera en triple-double pour la 2e saison consécutive. Achiuwa est un joueur de fin de rotation? Je sais pas. Ça peut être un joueur de rota en poste 4, hein. Je sais pas. Je serais pas aussi définitif que toi. Mais voilà, Jamal Murray, 37 points, triple-double de Nikola Jokic, 18 points de Christian Braun, 19 points de Cam Johnson, 13 points de Valanciunas en sortie de banc, tout comme Bruce Brown, 11 points pour lui en sortie de banc. Victoire solide de Denver contre Utah qui ne jouait à rien de spécial, hein, évidemment, hein. Ace Bailey, Chouebe, Filipovski, Cody Williams et Sensabo en 5 majeurs. Tout comme on l'a dit pour les Knicks, encore heureux que Denver prend ce match, qu'ils prennent ce match. Filipovski quand même 25 points, 28 points de Brice Sensabo. Kennedy Chandler 16 points, Ace Bailey bien cracra au tir, hein, 5 sur 17 au tir et 1 sur 9 à 3 points. Mais toujours avec Denver, c'est ce côté un peu... Il y a toujours cette inquiétude au fond de moi, de me dire, ils gagnent des matchs, mais là tu t'en prends 117 par ce Utah Jazz. Genre avec le 5 majeur que t'as, finalement t'en mets 130... mais tu ne gagnes que de 13, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai cette inquiétude à chaque fois où je me dis, contre des équipes un peu pourries, ils se font... Ils gagnent jamais trop avec des grosses marges. Vous voyez? Si je prends... Attends, j'essaie de choper Denver, ok. Si je prends le calendrier récent, là, est-ce qu'il y a eu des gros écarts? Ouais, ça a gagné le 23, mine de rien, non, contre Golden State. Que de 6 contre Utah, que de 7 contre Dallas, que de 2 contre Phoenix, 16 contre Portland, 6 contre Toronto. Ça a perdu contre Memphis. Voilà, c'est un peu sur courant alternatif et j'aimerais bien voir de la part de Denver un peu plus de solidité sur plusieurs matchs. Vous voyez, un stretch d'une semaine ou deux
où on se dit, ouais, Denver, ils sont injouables, ils ont step up, ils ont un net rating de 15 sur cette semaine, de 17 sur cette semaine, et d'avoir un peu plus de... Ouais, il y a eu la défaite contre Memphis qui fait tâche, ouais, notamment, mais d'avoir un peu plus de certitude, quoi. Alors, tes joueurs performent, Nikola Jokic, Jamal Murray, tout le monde est en forme, ça c'est très intéressant. Ça confirme un peu, enfin, comment dire, ça nous met en confiance concernant leur aptitude à être là et à performer individuellement. Par contre, enfin, je veux dire, si tu te prends 17 contre Utah Jazz, alors que tout le monde est là et tout ça, pour l'instant, là, à l'ouest, les Nuggets, bon, là, t'aurais Nuggets Rockets au premier tour, ça va. Ça pourrait aller, mais suffit que tu tombes contre des Wolves ou contre des Lakers, bah, je serais loin d'être rassuré par tes Nuggets là, quoi. Ouais, je t'ai pas rassuré, toi, Mélise. Bah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. En vrai, je suis très déçu de la défense de Denver ces derniers matchs. À part contre Golden State, mais c'est un Golden State décimé qu'on voit, on va le voir tout à l'heure. Golden State, c'est une équipe, c'est même plus de la G-League, c'est de la Pro B, là. Sinon, si on fait le compte défensivement, et contre des équipes en plus qui ne sont pas réputées pour être exceptionnelles. Je veux dire, sur les matchs contre Utah, Dallas, Phoenix, Portland, Toronto, Memphis, tu t'en prends 117, 129, 135, 123, 112, 115, 125 et après 96 par Philadelphie. Juste après la défaite contre les Lakers où tu t'en prends 127. Et avant ça, tu t'en prends 131 contre les Spurs. On parle pas assez, je trouve, du côté défense passoire perméable de Denver, je trouve. Oui, Jokic fait des merveilles, il fait des trucs insensés. Oui, Jamal Murray, là, monte en puissance. Mais attention, contre des adversaires plus sérieux, parce que là, sur la série que je viens d'évoquer, il y a vraiment l'équipe la mieux armée, la mieux placée dans tout ça, c'est Toronto. Hein. Philly où il y avait personne d'ailleurs, effectivement. Mais dans ce stretch-là, l'équipe la plus sérieuse, c'est Toronto. Il n'y a pas de stats sur la défense compliquée à juger sans voir les matchs. Bah, c'est compliqué en effet sans voir les matchs. On peut juste quand même établir les faits que sans prendre quand même 120, 135 par Dallas, c'est quand même loin d'être rassurant. On parle de Dallas, quoi. Sans prendre, bah, ne serait-ce que 129 et 117 contre ce Utah Jazz. Oui, on n'a pas vu le match, oui et tout, mais c'est quand même loin d'être rassurant. On va voir contre les Spurs, car je pense que Victor a coché le match. On verra en effet samedi ce qui va se passer. J'aurais bien aimé le voir le match, ça va être à heure européenne en plus. Mais malheureusement, évidemment, week-end Pascal, vous connaissez. Ah, c'est ça, c'est samedi. 21h. Aïe, aïe, aïe. Alors, donc voilà pour Denver quand même. Le petit point analyse pour Denver. Du côté du Jazz, rien à signaler non plus. Ça fait jouer les jeunes, ça développe, ça perd des matchs. C'est parfait dans le point tanking. Et justement, tant qu'on en parle, messieurs, lançons le point tankathon. Lançons le point tankathon. Hop là. Alors, messieurs, c'est le moment de faire, messieurs, dames, c'est le moment de faire votre pronostic. Qui va choper le first pick sur cette simulation avec la victoire, avec les deux victoires de suite? Indiana descend à la 3e place au niveau du bilan. Washington a le pire bilan de NBA, suivi par Brooklyn. On a Sacramento en 4e.
Utah, Dallas, New Orleans, qui donnerait à Atlanta en 7. Memphis, Chicago, Milwaukee, Golden State, Portland, Miami et Orlando, qui donnerait à Memphis, qui fait son entrée dans la loterie. Miami pour Démocrite. Qu'est-ce qu'on a fait? Dallas pour Maylise. Ok, pour l'instant, ça coche de la montée dans le top 4. Utah. Eh bien, vous savez quoi? Je vais parier sur un... Tu vois, Démocrite, il dit Miami. Je vais dire Warriors. Je vais dire Warriors qui montent et qui font la surprise. Washington pour Sarr. Washington, s'ils piquent, ils vont avoir un gros pic de draft à mettre à côté de Trae Young, Anthony Davis et toute leur ribambelle de jeunes là. Washington, la saison prochaine, les gars, League Pass. Hein. Ça va être quelque chose. Hein. Dallas pour Mélise. Ok. Utah, etc. Écoutez, messieurs. 3, 2, 1. Les Kings Les Kings qui montent de 3 et qui prennent le first pick. Un peu de joie pour les supporters des Kings. Indiana monte en 2. Milwaukee qui donne à Atlanta en 3. Ils montent de 7 places. Utah monte en 4. Les grands perdants, Washington et Brooklyn en 5 et 6. Pardon. Ça descend de 4 places. Et après, tout le monde descend d'une place. Mais pas de surprise. Miami reste 13e. Golden State reste 11e. Parfait pour ce cher Miami. Eh bien, Utah chez toi. Ah, ok. Ça a été Utah chez toi. Et il aurait fallu qu'on tienne un tableau Excel de tous nos points en caton. Pour voir quelle équipe a... Mais globalement, il n'y a pas eu trop de surprises. Je sais pas si ça va cliquer l'an prochain à Washington, mais quoi qu'il arrive, ça va être excellent à suivre. De ouf. Ah, vraiment. Vraiment. Washington, là, il y a un sacré young core. Il y a des joueurs confirmés qui vont faire le retour. Ils vont ajouter un gros pic de draft, un très jeune talent. Ouais, ça va être très très sympa à suivre. Je sais pas, qu'est-ce que tu prends si t'es Washington en vrai. Hein. Tu prends sur le front de courte? Parce que sur le back court, t'as quand même énormément de joueurs. J'ai souvent des montées de chez moi quand je clique sur le bouton. Ah ouais, putain. D'ailleurs, j'en profite. Hein. La loterie, on va la suivre en direct. On va se caler tranquille. Je crois que c'est le 10 mai. Hein. C'est le 10 mai, je crois. Mais on va se la suivre en direct, évidemment. Ah putain, non, on se rend pas compte. Attends, ouais, d'accord. Heureusement que je suis tombé sur ce tweet-là. Ok. On n'a pas parlé Bucks Rockets. Est-ce que vous voulez parler de Bucks Rockets ou alors on termine avec Spurs Warriors pour terminer cette matinale et ça va nous emmener vers 10h. Franchement, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les reins de la victoire de Houston contre Milwaukee? Je pose la question, hein. Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire? Parce que quand même, Spurs Warriors, il y a Dieng. Ah, j'avoue. J'avoue la victoire de Houston, la courte victoire de Houston, mais oui, si on parle du match, on va parler des 44 minutes d'Ousmane Dieng et des 36 points du Français, accompagné quand même de 7 rebonds et de 10 passes. 15 sur 31 au tir, 1 sur 7 à 3 points, mais grosse activité d'Ousmane, ça fait plaisir, ça doit être très certainement son record en carrière. Pete Nance, 23 points, 25 points de Cormac Ryan. Me regardez pas, je sais pas qui c'est non plus. Rotation à 8 pour Doc Rivers qui est totalement en roue libre. Et du côté de Houston, tu t'es fait quand même peur, hein, parce que tu t'en es remis à 27 points de Reed Shepard, 25 points d'Alperen Sengun, KD un peu plus discret, mais 19 points. Ouais, trop content de ce qu'il fait dans cette clownerie. Je suis d'accord avec toi, Zinedine. Je suis d'accord, c'est assez intéressant. Il se développe bien. Le transfert d'OKC à Milwaukee, on aurait pu le prendre pour un
un move un peu risqué où on s'est dit, oula, dans quel bourbier il va se mettre. Et finalement, il se développe super bien. Hein. Je me rends compte que je vais jamais t'entendre parler des Hornets en direct parce qu'ils jouent toujours tôt et je suis jamais ici avant 8h30. Oh, en vrai, il y a moyen. Il y a moyen. Attends, laisse-moi regarder le calendrier. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, écoute, on verra. On verra. Peut-être que pour une fois, Suns Charlotte, on va prendre un peu plus le temps sur des actualités. Voilà. Ouais, les Rockets ont eu chaud aux fesses. Eux aussi sont pas rassurants. En vrai, on en parle depuis des semaines et des semaines des Rockets qui sont pas rassurants du tout. Et salut Drian. Même Thibaut hein, de la team. TBA, qui est fan des Rockets, n'est pas du tout rassuré par son équipe. Qu'il ne voit pas même passer un tour de playoff. Donc, ouais, c'est compliqué. Et merci le chat. Le chat machine. Incroyable. Le chat machine. Pardon, mais... Bientôt les noms. N'hésitez pas à donner des noms de marque hein, à vos pseudos, évidemment. Donc, ouais, Houston qui est très, très inquiétant, c'est vrai. Est-ce que vous les voyez vraiment passer un tour de playoff ? En vrai. Ouais, c'est inquiétant. C'est très inquiétant et pour l'instant c'est 5e, ça choperait un premier tour de playoff contre les Nuggets. Les Rockets qui gardent leur position dans le top 5, je pense à la faveur de l'absence d'Anthony Edwards. Si Anthony Edwards était là et du coup les Wolves seraient peut-être un peu plus sérieux dans leur match, je pense que les Rockets seraient déjà tombés en 6. Et attention, parce qu'ils ont quasiment le même bilan, les Wolves peuvent passer devant. Je ne sais pas quel est le tiebreaker entre les deux équipes. Mais franchement, ouais, contre les Lakers, ça part directement en vacances. À part prendre un match ou deux, comme tu le dis, Zinedine, et Drian, ouais, sans meneur ni pivot. Les pivots, il y a Şengün, mais c'est vrai qu'il est décevant. Contre les équipes là des playoffs à l'ouest, je les vois pas prendre le Thunder, je les vois pas prendre les Spurs, je les vois pas prendre les Lakers, les Nuggets non, les Wolves avec Anthony Edwards non. Et après tu vas te taper avec des équipes de play-in quoi. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas le vrai niveau de cette équipe des Rockets ? Peut-être. Donc là, ouais, tu t'es fait très peur quand même contre une équipe. Les Bucks, on sait ce que ça vaut. On a vu les Spurs totalement dominer ces Bucks samedi soir lors du match commenté. Et là, on voit la différence en termes de score déjà de base. On n'a pas vu le match évidemment, mais en termes de score et en termes de, on va voir le game charts. Mais alors, Houston a été devant tout le temps. Mais tu vois, t'as eu 20 points d'avance au milieu du troisième quart-temps. Normalement, c'est là où, en termes d'équipe sérieuse de play-off, tu mets le coup d'accélérateur et il n'y a plus d'équivoque possible sur le résultat du match. Cependant, ta deuxième moitié de troisième quart-temps, tu te fais remonter par les Rockets qui remontent à 7 points. Tu gères après ton avance autour de la dizaine de points. Tu te fais remonter un peu en fin de match. Mais finalement, t'es pas si bien, quoi. Et ça, c'est pas le signe d'une équipe qui est vraiment sereine et en plénitude avec son jeu et son projet. Attention, chez les Wolves, McDaniels a une blessure très chiante. J'ai pas vu. Il a quoi comme blessure ? J'ai pas vu la blessure de Jaden McDaniels. Je vais finir par croire qu'il veut pas jouer de playoff, lui. Ouais, c'est le Neymar du basket avec le carnaval de Rio. C'est une blessure au genou. Oui, une tendinopathie au genou. Ouais, ça c'est chiant. En effet, c'est chiant. Bon, après, il va pas jouer de la fin de saison. Il va avoir 10 jours, 2 semaines de repos. Ça peut peut-être se faire. Bon, messieurs,
Parlons du dernier match de la nuit. C'est lui non, qui s'est pété la main de rage. Ouais. C'était pas l'an dernier. Je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Il avait tapé dans sa... C'était le soir où Rudy Gobert il met une patate à, à Kyle Anderson sur le banc. Ouais, c'est ça. Alors, messieurs, dernier match de la nuit, et pas des moindres, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur les Spurs et les Warriors. Déjà, victoire des Spurs, 127 à combien ? 127 à 113, victoire tout à fait maîtrisée. Encore une fois, une victoire attendue d'une équipe sérieuse en playoff contre une équipe qui est comment dire, qui est nulle, hein. Enfin vraiment qui est pas attendue du tout au niveau des Spurs. Chiant à mourir ce match à San Francisco. Malheureusement, alors Victor Wembanyama 41 points, 18 rebonds, 3 passes, 16 sur 22 au tir en 28 minutes de jeu. 28 minutes de jeu, Victor Wembanyama, il sort cette stat-là. C'est un truc de zinzin. Accompagné de 15 points de Champagny, de Castle. Voilà, clairement, Victor a montré la voie. Par contre, j'aimerais m'arrêter 2 secondes sur l'état de l'équipe des Warriors. Ils jouent contre des enfants, c'est clair. Parce que on est sur une équipe des Warriors qui a comme 5 majeurs: Podziemski, LJ Cryer, Draymond Green, Will Richard et Nate Williams. Et en fait, le pire, c'est que... je vais vous mettre un tweet, parce que un tweet vaut mieux que des longs discours. Malevi Leons s'est blessé au poignet il y a 2 semaines. Mais comme il y avait 9 absents chez les Warriors, il a dû jouer et attirer des lancers francs avec sa mauvaise main. Regardez. Non mais... on en est là. On en est là du côté des Warriors. Stephen Curry en rigole. Et mieux vaut en rigoler. Et tenez-vous bien, ce joueur blessé n'a pas joué que 2 minutes en mode bon, il nous fallait un joueur. Malevi Leons a joué 29 minutes. C'est-à-dire que l'état de l'infirmerie des Warriors est tel qu'un joueur blessé au poignet il y a 2 semaines est obligé de jouer 29 minutes de jeu. Faisons la liste des absents. Attends, je me l'étais mis en signé ce matin. Parce qu'il y avait un beau graphique. Liste des absents du côté des Warriors. Jimmy Butler. Stephen Curry. Al Horford. D'Anthony Melton. Moses Moody. Gary Payton II. Kristaps Porzingis. Quinten Post. Guy Santos. C'est une rotation totale de playoff qui n'est pas là. C'est toute une rotation. Il y a 9 absents. Et les 9 absents, c'est des mecs qui peuvent jouer en playoff. C'est un truc de zinzin. Bientôt les vacances pour Steph et bientôt la retraite pour Kerr. Alors la retraite pour Kerr, certainement pas. Il a son contrat qui court à la fin du contrat de Stephen Curry. Je pense que les Warriors feront ce que le Heat n'a pas su faire. C'est tourner une page complète entre la fin de Stephen Curry, la fin de Steve Kerr, la fin de Draymond Green. Ils vont tout tourner en même temps. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, donc, comment tirer vraiment des analyses de ce genre de match-là ? Oui, Victor fait un énorme match, et tant mieux, parce que ça va aider son dossier MVP, ça va... Voilà, c'est très bien. Et en plus, il s'est même pas tant fatigué que ça, il a joué même pas 29 minutes. Mais par contre, quand on voit l'état de l'équipe des Warriors, ça ne peut que faire de la peine, quoi, en fait. Enfin, tu vois, ton meilleur marqueur, c'est Nate Williams. 46 minutes de jeu pour lui. Omer Yurtseven, qui était encore en Euroleague il y a 1 mois. Il joue 29 minutes, 17 points, 8 rebonds. Tant mieux pour lui, il retrouve une place en NBA, c'est trop cool. Mais ça montre quand même l'état du roster des Warriors. Oh, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Comparé à cette équipe des Spurs,
qui joue avec Vassell, Champagny, Wembanyama, Castle, Fox, Harper, Keldon Johnson, Harrison Barnes, Carter Bryant. Vous vous rendez compte que là, tous les joueurs des Spurs, tu les mets aux Warriors, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Limite. Il y a des rumeurs sur cet été ? Les assistants de Kerr seraient à l'écoute du marché. Après, les assistants, c'est pas Steve Kerr, du coup, mais... Ah ouais, d'accord, ok. Bah écoute, à voir, hein, à voir. Mais bon, voilà, quoi. C'est Warriors, c'est triste. C'est d'une tristesse sans nom. Mais les Warriors qui ont leur place au play-in et assurée et qui vont finir la saison tranquillement. Ils vont faire jouer Stephen Curry dimanche, sûrement. On suivra ça avec impatience. Mardi, on fera peut-être le point sur ce retour, s'il se fait. Et voilà. Voilà, messieurs. Et sur ce, eh bien, cette matinale touche à sa fin, tout simplement. Il est bientôt 10h. On est sur une matinale des plus classiques en termes de comment dire, de longueur. Ils vont perdre à Portland le 14 avril. Eh ben on verra, ça sera le play-in. On verra, on sera aux aguets de ce qui va se passer pour les Warriors, même cet été, voir ce qu'ils vont faire. On en a parlé hier ou avant-hier. Les Warriors ont beaucoup d'argent en banque, ont beaucoup de questions à se poser. Qu'est-ce que tu fais de Kristaps ? Qu'est-ce que tu fais de Jimmy Butler ? Ça pourrait être intéressant de voir ça avec des fans, des comptes fans. Mais voilà, messieurs. Merci d'avoir suivi cette petite matinale. C'était très sympa encore une fois d'avoir des débats enflammés avec vous tous. Ça fait partie du stream, ça fait partie de tout ça. Ça fait bien plaisir. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à suivre la chaîne et à revenir et à suivre ces matinales et à être fidèles au rendez-vous tout simplement à partir de 7h30 du lundi au vendredi. Rendez-vous demain pour une nouvelle matinale. Demain, il y a combien de matchs au programme ? J'espère qu'on reverra Maduro. Maduro, il arrache quitte. Écoute, pour moi, il n'y a pas de galère. C'est pas grave. Demain, il y a 6 matchs au programme. Qu'est-ce qu'on a ? On a du Minnesota-Détroit. Minnesota-Détroit, ça peut être vraiment pas mal. Hein. À suivre, on a du Lakers-OKC. Attention, l'affrontement Luka Doncic-SGA. On n'est pas à l'abri d'une énorme perf. Cleveland-Golden State à l'ancienne. Ça fait plaisir. Et un San Antonio-Clippers. Que des gros matchs. Ouah, je dirais pas ça quand même. Il y a quand même un Pels-Portland. Bon. Et les Hornets qui jouent contre Phoenix à 1h du matin. Les Hornets qui jouent à Phoenix. En vrai, c'est un match intéressant à suivre. C'est un match plutôt intéressant à suivre, c'est clair. 6 matchs, des matchs intéressants. J'espère qu'on va pas être laissé, on va pas être abandonné comme cette nuit. On n'a pas vu de match, mais très honnêtement, sur quel résumé on aurait pu se caler ? Je sais pas. En tout cas, c'était quand même très très bien. Merci de m'avoir suivi. Demain, on regarde tout. Je sais pas, si on doit se faire le react de Trash Talk, on va voir. Demain, react du top 10 des joueurs les plus décevants, évidemment. Bisous. Peut se passer une bonne journée. Et je veux le voir dans le chat pour les abonnés. Évidemment, fuck Trae Young. Prenez soin de vous. À demain pour une nouvelle matinale. Ciao. Bisous.